Merci pour cette introduction, enfin ces introductions, parce que Nicolas va gagner beaucoup de temps sur la mienne d'introduction. Juste pour dire, je travaille ici à Paul Valéry et au CNAM à Paris, je suis responsable de ma chaîne qui s'appelle le Centre National d'Études des Systèmes Scolaires. C'est nous qui organisons les conférences de consensus dans le domaine de l'éducation et les conférences de comparaison internationales. Toutes nos productions sont accessibles gratuitement. Donc, si vous êtes intéressé à un sujet lié à l'éducation, vous allez voir s'il y a déjà eu une conférence de consensus sur ce sujet ou une conférence de comparaison internationale. Tout ce que nous faisons est accessible et gratuit. Donc, sur les innovations pédagogiques, ce que j'appelle un mythe en éducation, bon, ça a été dit, hein, c'est une affirmation sans fondement empirique, souvent même sans fondement théorique, donc c'est quelqu'un qui dit ce qu'il pense. Elle est reprise massivement, c'est le cas des intelligences multiples et bien d'autres. Elle est citée, donc, parfois dans des articles scientifiques. Par exemple, un des mythes, vous savez, c'est les digital natives, les enfants du numérique qui sont nés avec un ordinateur. Il n'y a aucune donnée, aucune théorie, rien du tout, mais je suis allé sur Google Scholar, j'ai trouvé plus de 10 000 citations de ce truc-là, et il a fallu attendre au moins 5 ou 6 ans après la publication du premier papier, qui n'avait aucune donnée et aucun fondement théorique, pour commencer à trouver des travaux qui essayaient de montrer que c'était du flan. En fait, ce qui est merveilleux, c'est qu'on a le droit de dire n'importe quoi, et c'est aux autres à faire le boulot pour montrer que c'est n'importe quoi. Et donc, la charge est à ceux qui veulent invalider. Juste pour dire, en 2014, j'ai publié un bouquin qui s'appelle « Apprendre avec le numérique, mythe et réalité ». Et j'étais tout content de moi. Et en fait, en 2013, il y a des collègues néerlandais qui ont publié un premier papier, puis des livres. Donc je suis obligé de dire que l'idée vient d'eux, pas de moi, qui consiste à confronter une idée générale en pédagogie à l'état actuel des connaissances scientifiques et des données. Donc ils l'ont fait, je suis obligé de dire qu'ils l'ont fait avant moi. Comment on... c'est des sales cons tous les deux, je les déteste. Vous avez compris. Non, voilà, ce qui est chiant, c'est que c'est des amis dans la vie, donc c'est encore plus contrariant. Vous faites couper l'herbe sur les pieds par des amis. Donc, qu'est-ce que c'est que l'évaluation d'innovation pédagogique? Je crois qu'il y a un léger consensus. J'essaierai de vous montrer dans la diapo de conclusion que bon, on essaye quand même d'avancer sur cette question aujourd'hui. L'idée, c'est que on a des élèves et on va les diviser en 2 groupes par tirage au sort. Ensuite, je n'arrive pas à faire marcher ça. Ces élèves vont être évalués de la même manière avant l'apprentissage et après l'apprentissage, et on va leur enseigner le même contenu d'enseignement. Par exemple, si c'est sur les équations du second degré ou si c'est sur le théorème de Thalès, c'est bien la même chose qu'on va enseigner à ces 2 groupes d'élèves. Et ensuite, ce qu'on va faire varier, c'est la manière d'enseigner ou le support d'enseignement. Et il y en a une qui est censée être innovante et l'autre qui est la façon habituelle d'enseigner. On prend bien soin que ça soit pendant le même temps, parce qu'il y a énormément de biais de publication dans ce domaine-là où on dit tiens, la manière innovante où on a consacré 20 heures, ça marche mieux que la manière traditionnelle où on a consacré 1 heure. Donc il y a le facteur temps, par exemple, qu'il faut bien contrôler. Puis on calcule le gain d'apprentissage, les différentes façons de le calculer. Et ensuite on réplique, hein, s'il y a quelque chose d'intéressant, il faut bien entendu le répliquer. Et quand la différence tient, on peut faire des méta-analyses, hein, compiler les résultats disponibles où on a comparé A et B. Et sur l'innovation pédagogique, effectivement, j'avais été
intéressés par le fait que il y a des idées comme ça qui sont des idées générales. Et Gérard, pour répondre à ta question, moi ce qui me semble, c'est que comme chercheur, dans ce domaine-là, moi il me semble que c'est l'esprit zététique, en tout cas c'est comme ça que je le perçois. Notre boulot, c'est d'évaluer des idées générales, d'évaluer des dogmes. Après, ce qu'un enseignant ou une enseignante fait sur le terrain dans sa classe, moi ça ne me gêne pas particulièrement, donc c'est pas dangereux. Ce qui, moi, me semble dangereux, c'est quand une institution, quand des gens qui ont du pouvoir vous disent c'est la bonne façon d'enseigner. Donc, par exemple, dans les sciences, on nous dit c'est la démarche d'investigation, la bonne façon d'enseigner, et regardez, on a fait quelque chose de très pratique, ça s'appelle la main à la pâte, et c'est comme ça qu'il faut enseigner les sciences. Et ça, les personnes qui disent ça sont des personnes qui ont du pouvoir, qui ont le pouvoir d'imposer leurs idées à autrui. Et c'est là, à mon avis, où, enfin en tout cas là où je commence à m'énerver. Le reste, c'est moins grave. Donc si on prend cette idée, faire manipuler permet de mieux faire apprendre, qui est vraiment une idée générale, hein. Il faut que les élèves soient actifs, il faut qu'ils fassent quelque chose pour apprendre. La première chose qui est à se taper la tête contre les murs, c'est quand les gens vous disent ça c'est nouveau, hein. Donc il y a l'ancienne façon d'enseigner où les élèves étaient passifs, hein, donc c'était bien connu, hein, c'était des huîtres ou des trucs comme ça, les élèves, et puis maintenant, ouais, sauf que cette idée d'apprentissage, elle est tout à fait ancienne, et ce qui est hyper intéressant, c'est que depuis 25-26 siècles que, bien entendu, on se pose cette question et qu'on admet qu'il n'y a pas une réponse simple à cette question, mais ça dépend toujours qu'est-ce qu'on enseigne, à qui on enseigne, etc. Et voire même qu'il n'y a pas à opposer. Dans le dictionnaire de pédagogie de Ferdinand Buisson, il y a un truc sur l'enseignement de la grammaire qui est absolument délicieux, en disant, en gros, il n'y a qu'en France qu'on a l'idée d'enseigner la grammaire. Dans d'autres pays un peu plus civilisés, on la pratique, la grammaire, et ça suffit pour apprendre une langue. Et ce qui est rigolo quand on regarde la littérature, c'est comment derrière cette idée d'apprentissage actif ou d'apprentissage par l'action, il y a un nombre de confusions absolument ahurissant. La première chose, c'est parfois on parle d'apprentissage par l'action, mais au sens physique. On apprend à faire un geste, à manipuler un objet, un mouvement. Parfois, c'est l'activité au sens cognitif. Hein. On réfléchit, on fait des hypothèses, on se pose des questions. Et quand le mot action ou le mot activité a deux sens aussi différents, vous voyez que c'est compliqué dans la littérature de rentrer tout ça dans le même chapeau et de dire ça décrit quelque chose de cohérent. La littérature confond allègrement aussi l'action comme moyen d'apprentissage et l'action comme objectif d'apprentissage. Par exemple, quand, je sais pas, je suis professeur de philosophie en terminale, je peux faire pratiquer la dissertation pour travailler les concepts philosophiques, ou je peux faire pratiquer la dissertation pour apprendre à rédiger des dissertations. Une fois c'est un but, l'autre fois c'est le moyen. Et bizarrement, les résultats ne sont pas cohérents selon les fois où on s'intéresse à un but d'apprentissage et l'autre fois à un moyen. Et cette littérature qui va vraiment dans tous les sens et qui dit un petit peu n'importe quoi, arrive à cette conclusion que pour faire apprendre quelque chose, il suffit de faire quelque chose. Je me souviens d'une fois des étudiants en M2, master MES, donc métier de l'enseignement, qui à la fin de mon cours, qu'ils avaient manifestement absolument inintéressés. Je leur ai dit, bon, je viens de passer 3 heures avec vous, manifestement je vous ai ennuyé et c'était absolument pas intéressant pour vous ce que je vous ai raconté. Et je leur ai dit, ben, vous pouvez m'expliquer, enfin pour discuter pourquoi c'était pas intéressant mon cours. Et il y a une étudiante qui m'a dit, c'est parce que vous ne nous avez pas mis en activité. Effectivement, dans la littérature, souvent on trouve que l'important c'est plus d'être actif cognitivement, et beaucoup de personnes confondent l'activité au sens d'engagement cognitif
et l'activité au sens de tâches à réaliser. Et cette confusion entre engagement et tâches est la source de bien des difficultés. L'engagement, par exemple, c'est ici une définition de 4 niveaux d'engagement. Je vous laisse lire de 2 collègues américaines, dont la célèbre Micheline Kai, qui dit, voilà, vous pouvez proposer à vos élèves différents niveaux d'engagement cognitif dans la tâche, c'est-à-dire en gros plus susciter leur questionnement, leur production d'hypothèses, la quantité d'informations qu'ils vont ajouter à l'information que vous leur produisez. Et généralement, quand vous les engagez au niveau 4, ils apprennent mieux qu'au niveau 3, qu'au niveau 2, au niveau 1, mais sauf qu'au niveau 4, c'est beaucoup plus coûteux, déjà comme enseignant à préparer, et pour les élèves, et donc c'est beaucoup plus coûteux, c'est plus long. Et donc, autant réserver le niveau 4 au niveau 3 aux apprentissages les plus importants. Hein. S'il y a des apprentissages qui marchent avec du par cœur, le niveau 1 ou le niveau 2 suffit, ça, pour ce qu'elles ont montré. Et ce qu'elles ont montré aussi, c'est que vous pouvez prendre n'importe quelle tâche d'enseignement, comme écouter un cours. Écouter un cours, ça peut être passif, ça peut être actif, ça peut être constructif ou interactif. Il y a plein de façons d'engager les élèves différemment dans cette tâche, écouter un cours. Lire un texte, ça peut être passif, actif, constructif, interactif. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de la littérature, ici des méta-analyses qui ont été publiées, où on dit, on va prendre cette tâche, lire un texte, ce niveau d'engagement, le niveau 3, et on va recenser toute la littérature sur les stratégies qui permettent d'engager les élèves au niveau 3 sur cette tâche, lire un texte. Et sur chacune des stratégies, il y en a 8, vous trouvez des dizaines et des dizaines d'études expérimentales qui ont fait toutes choses égales par ailleurs. Certains ont eu la consigne lire et comprendre le texte, et d'autres ont eu une consigne d'engagement de niveau 3, que je lis ici, et on regarde quels sont les résultats de ces techniques-là pour cette tâche-là, à ce niveau d'engagement-là. Donc la littérature, elle existe. C'est des milliers et des milliers de publications sur chacune de ces intersections que je vous ai montrées là. Une autre chose qui est assez intéressante, c'est que parfois on utilise l'action pour apprendre à faire quelque chose, et que ce soit au sens cognitif ou au sens physique, et parfois l'action pour comprendre quelque chose. Il y a une très jolie méta-analyse ancienne, hein, vous imaginez, 2003, qui testait l'efficacité de la résolution de problèmes pour apprendre à faire des choses en mathématiques ou pour apprendre à comprendre des choses en mathématiques. Et autant l'efficacité de la résolution de problèmes pour apprendre à faire des choses en mathématiques donne des résultats absolument probants, mais pour ce qui est de comprendre des choses, là tout d'un coup les résultats sont beaucoup moins probants, mais les tailles des faits sont assez proches de zéro. Et j'insiste sur le fait que sur ce sujet-là, il y a une méta-analyse, ça c'est une, il y en a d'autres qui ont été publiées il y a plus de 20 ans. Et c'est ça, Gérard, qui est un peu contrariant, c'est que quand vous regardez les derniers trucs sur l'enseignement des mathématiques qui sont sortis en France et les recommandations produites par le ministère, ça n'existe pas, c'est absolument pas pris en compte dans les façons dont on parle de l'enseignement des mathématiques. De la même façon, on peut montrer que les résultats sont différents selon qu'on utilise l'action pour apprendre des savoir-faire cognitifs, des procédures, apprendre à raisonner d'une certaine manière, et les savoir-faire moteurs. On a dit 20 minutes, hein, c'est ça? Oui. Ça fait un quart d'heure que je parle? Voilà. Ok. Bientôt, conclusion. Donc, conclusion du premier truc, donc, je vais sauter la suivante. Voilà, si on regarde cette littérature sur l'apprentissage par l'action, rendre les élèves actifs, voilà, il y a un certain nombre de choses qui sont assez consensuelles aujourd'hui si vous prenez le temps d'examiner la littérature que je viens d'évoquer, c'est-à-dire une littérature de type empirique et expérimentale. Et je crois que
c'est finalement le grand intérêt de ça par rapport à l'époque de Platon, c'est qu'aujourd'hui on a des données et on peut discuter sur des faits. Et c'est assez contrariant finalement de dire que nous en pédagogie on est une sorte de discipline sans histoire. Et à chaque fois, c'est très compliqué de dire aux gens, mais si, c'est une discipline qui a une histoire, qui a une culture, qui a des données, et ça, il vaut mieux les connaître avant d'en parler. Donc les élèves apprennent mieux quand ils découvrent par eux-mêmes. C'était la partie la plus intéressante de ma présentation, mais je vais la sauter. Juste pour vous dire, ici, c'est une étude que nous avons faite, qui a été pilotée par Marc Durgan, donc c'est l'école économique de Paris, où on a recruté 134 enseignants, 67 étaient formés et 67 n'étaient pas formés à la démarche d'investigation. La formation durait 80 heures, pas 10 minutes, la formation durait 80 heures. On a mesuré, donc on a élaboré des tests psychométriques, machin, etc., pour mesurer 5 dimensions de l'apprentissage des sciences et les progrès de ces élèves. Et on a suivi donc 3000 élèves sur 3 ans. Et on a eu un magnifique effet significatif, c'est les enseignants formés consacrent plus de temps à l'enseignement des sciences que les enseignants non formés. On était dans le premier degré, et donc on a obtenu 10 minutes de plus grâce à cette formation de 80 heures. Et on a une amélioration des apprentissages, des connaissances factuelles en sciences. Par contre, aucune amélioration de la motivation, aucune amélioration du raisonnement scientifique et aucune amélioration de la maîtrise de la démarche d'investigation, et en particulier du raisonnement hypothético-déductif. Donc ça ne suffit pas de former 80 heures les enseignants pour un certain nombre de facteurs qu'on peut discuter. Pour conclure, les innovations pédagogiques sont le plus souvent du recyclage. Et je n'ai pas trouvé au XXe siècle une seule idée pédagogique nouvelle. J'en ai pas trouvé une seule. Toutes les idées pédagogiques que j'ai trouvées, vous pouvez les retrouver au 19e, au 18e, et pendant tout et chez Socrate pour certaines d'entre elles. La plus récente que j'ai trouvée, c'est les apprentissages coopératifs qui trouvent leur racine plutôt à la fin du XIXe siècle, la pédagogie par projet 15e siècle. Elles sont promues par des personnes qui n'ont pas d'expertise en pédagogie la plupart du temps. Et c'est aussi quelque chose, alors je ne sais pas comment ça marche dans le domaine médical, dans le domaine des statistiques ou dans le domaine de la biologie évolutionniste. En tout cas, en pédagogie, c'est sûr que le fait d'être incompétent ne vous empêche pas de parler et d'avoir des idées. C'est quelque chose de Ces idées sont évaluables par des essais randomisés contrôlés que je vous ai présentés au début. Ce que Nicolas a dit au tout début, donc je savais qu'il allait le dire, c'est pour ça que la diapo était prête, est hyper important, c'est-à-dire qu'avant même de se lancer dans l'évaluation empirique, on peut déjà vérifier la solidité théorique, sur quoi c'est fondé ces trucs-là. Et dans le cas de Gardner, c'est vrai que c'est édifiant. D'ailleurs, l'anecdote raconte que Gardner, en fait, il a vu la lumière parce qu'au cours de ses études, à un moment, il est allé faire un stage dans un laboratoire de psychologie, et qui était un laboratoire qui faisait encore ce qu'on appelle la psychologie des facultés, qui est tombé en désuétude dans les années 30, mais je ne sais pas pourquoi il a fait un stage là-dedans. Et après, il dit, si j'avais appelé mon bouquin Psychologie des facultés, il n'aurait eu aucun succès. Et donc, il a eu l'idée, que Nicolas a très bien expliqué, d'intelligence multiple, mais le marketing compte dans ces histoires. Voilà, juste pour vous dire où on en est, parce que c'est quand même ça, moi, qui me semble le plus intéressant dans les travaux actuels en évaluation expérimentale d'innovation pédagogique. Oui, j'ai fini. Ce qu'on est en train de faire, c'est de tester l'intervention expérimentale à deux groupes témoins, un groupe d'enseignants volontaires et un groupe d'enseignants volontaires pour, en gros, essayer de neutraliser, enfin, en tout cas, de prendre en compte la variable de motivation des enseignants quand on évalue.
La deuxième chose, c'est qu'on travaille sur l'amélioration de l'appropriation de l'innovation par les acteurs, et aussi par l'évaluation, non pas uniquement des résultats sur les élèves, qui est ce que je sais faire et qu'on fait habituellement, mais sur un certain nombre de facteurs préalables, que je vous mets ici. Et donc ce truc-là qui a commencé en 2014, une collection de bouquins sur multiréalité en éducation, et dont je suis obligé de